Salut Jimmy, Salut Dao. tu vas bien? Bah oui, toi, ça fait plaisir. C'est clair, ça fait longtemps que je voulais faire un podcast avec toi. Ouais. Toujours dans la série des podcasts que je fais avec essentiellement des amis proches. On parle un peu de tout, hein. Donc pour résumer un petit peu, je fais un petit point là sur... j'en suis à mon 17e podcast. L'idée de base, c'est que j'avais appelé ça Philosoph Street, plutôt dans l'idée de philosophie de rue. Puis après, je sais pas, j'ai changé. Voilà, mais je suis pas toujours à l'abri. Je suis pas à l'abri de rechanger encore de nom, mais là, c'est un truc un peu plus, on va dire, plus fluide où mon idée, c'est de discuter avec des amis qui ont une certaine réflexion sur la vie. Et on essaie de prendre des sujets un peu à la volée, donc il n'y a rien qui est préparé, hein. Et avant que je te voie, Jimmy, je ne savais pas de quoi on allait parler, mais bon, là, on vient de trouver un sujet qui est un peu dans la continuité du dernier podcast avec Eric, Ouais. qui parle un petit peu de self-défense de groupe, suite à l'attentat, à l'attaque terroriste qu'il y a eu samedi soir dans le quartier d'Opéra. Et où moi, j'ai observé une vidéo où je voyais des tonnes de gens courir, alors que le gars était tout seul, et je me suis fait une réflexion en me disant que si tous ces gens-là se regroupaient pour neutraliser cette personne, peut-être qu'il y aurait eu moins de morts, moins de blessés, bon, même s'il n'y a eu pas beaucoup de morts au final, mais je me disais que voilà, les attaques couteau comme ça, avec une culture de la fuite, comme on peut observer peut-être dans cet endroit-là, enfin, de Paris, les gens qui étaient là, effectivement, étaient plus enclins à courir et à s'enfuir, parce que, comme disait Eric, il y a aussi la peur de la bombe, voilà, donc, ce qui fait que, de manière primale, voilà, les gens ont tendance plutôt à fuir. Et puis on a dévié un peu sur le sujet en parlant de la culture de l'honneur, qui faisait que, voilà, peut-être que dans certains peuples, les gens auraient plus tendance à attaquer la personne. Voilà, des réflexions un peu de fond sur notre comportement face à l'agression et à l'expansion anxiogène que ça fait aussi. C'est-à-dire que quand on voit ça, il y a des gens qui, effectivement, peut-être n'iront plus jamais dans le quartier de l'Opéra, enfin, qui vivent dans un contexte anxiogène. Et puis, on a dévié sur le sujet de... voilà, il y avait une affiche sur le métro qui disait... où il y avait une femme avec une sorte de requin derrière, et qui disait si un jour... vous êtes victime d'un harcèlement ou voilà, d'une agression comme peut y avoir parfois dans le métro ou le RER, contactez ce numéro-là, alors que ce qui serait plus juste, c'est de dire agissez. C'est-à-dire qu'on a toujours cette image voilà, de la femme agressée dans le métro, avec 4-5 personnes dans la rame, et personne ne bouge, parce que les gens ont peur. Et voilà, et toi, Jimmy, qui est spécialiste de l'hypnose, qui est un des très hauts gradés en France dans le Krav Maga, donc art martial, sport de combat axé sur la self-défense, qui est pratiquant, que je connais depuis presque 18 ans, puisque quand je t'ai connu, tu faisais du MMA, tu es allé dans le dur, ceinture marron de lutte à livre, très bon pratiquant de grappling, de lutte à livre, avec qui je me suis entraîné beaucoup, donc je connais ton niveau, enfin voilà, je sais que tu es vraiment allé au bout là-dessus. Donc voilà, toutes ces choses-là font que j'ai envie de partager avec toi ce podcast aujourd'hui, et que tu me donnes en fait ta vision, parce que là je me poserai en intervieweur pour le coup, ouais. Et que tu me donnes ta vision justement de la self-défense de groupe dans des contextes effectivement terroristes, ou même des contextes d'agression de faits divers classiques, voilà, comme il peut y en avoir beaucoup dans des régions très condensées comme l'Île-de-France. Alors moi, c'est un sujet qui me passionne parce que forcément, j'enseigne le Krav Maga, qui est une self-défense. C'est un sujet que j'ai abordé il y a déjà 1 an et demi avec mes vidéos que je diffuse à travers mon groupe de Krav. Et effectivement, la self-défense, déjà, c'est très compliqué parce que dans la self-défense, pour ceux qui en tout cas la vendent, et tout comme pour ceux d'ailleurs qui viennent l'acheter, il y a une grosse attente, une attente de réponse absolue. Et c'est légitime quelque part parce que tu te dis j'ai peur, il y a peut-être des moyens, pourquoi je ne les prendrais pas. D'un autre côté, on sait aussi qu'il y a des gens qui ont de l'expérience et qui ont des réponses, entre guillemets, des réponses, pas les réponses, et qui fonctionnent pour eux, ou du moins qui ont fonctionné à un temps donné, et qui légitimement peuvent se dire je vais donner ce que j'ai comme technique à ceux qui le demandent. Finalement, on retrouve un peu
Ça, dans tous les arts martiaux. De mon point de vue, un art martial est une personne en vérité. C'est-à-dire, demain, toi, Dao, tu peux inventer le Dao système, quoi. Le Dao Do, quoi, tu vois, avec ta façon de t'entraîner, etc. Et il y a plein de gens qui adhéreront à ta façon de t'entraîner parce que on se blesse pas, parce que c'est peut-être ludique, peut-être que c'est marrant, je sais pas. Et autre chose encore, tu te connais mieux que n'importe qui. Pareil pour moi, pareil pour Pang, pareil pour plein de gens. Donc, effectivement, on voit finalement apparaître des styles de pensée, de comportement dans les arts martiaux. C'est-à-dire qu'on voit les gens du Kyoku, ils sont beaucoup plus durs, même dans leur façon d'être, dans leur façon de penser. Le karaté même de manière générale, les arts martiaux japonais, si on compare ça aux arts martiaux chinois ou même aux arts martiaux et sports de combat en Europe. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, ça veut dire que je suis par exemple Oyama et moi je montre que par la force, j'arrive à défoncer tout le monde. Je vais être très, très succinct et parfois je vais dire un peu des bêtises, mais c'est pour que mon propos soit plus clair. Et donc forcément, comme ça marche, moi je vois ça, si je suis dans une attente de force absolue et qu'en plus j'ai l'esprit, je vais me dire c'est génial, j'ai trouvé le système le plus fort du monde, et ouais, je sens rien et je dégomme tout. Et en plus, la preuve que ça marche, c'est que ça marche. Et là, on va dire que chaque personne va être contente, puisque moi, j'enseigne mon truc, ça marche. La preuve, je suis content, j'enseigne. Et j'ai un stagiaire, un participant, un pratiquant qui est content de ce qu'il apprend, puisqu'il voit bien que ça fonctionne. Finalement, tous les systèmes vont retrouver la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont tous, en général, avoir la confirmation que leur pratique est la bonne. Que ce soit par le biais de la compétition, par le biais de n'importe quoi, tout en oubliant que peut-être il y avait autre chose en jeu. Leur personnalité personnelle, le contexte personnel, etc., etc. Et ça, par exemple, dans le milieu de la psychologie, on parle de deux grands points de vue. On parle des points de vue réalistes et des points de vue constructivistes. Les points de vue réalistes sont ceux qui disent en gros que mon système est la réalité. Par exemple, je fais de la psychanalyse et je vais forcément retrouver l'Oedipe partout. Et il va vraiment le trouver. Je fais de l'analyse transactionnelle, je vais retrouver un adulte apparent à un enfant dans tous les jeux psychologiques. Il n'y a que des jeux psychologiques. Et so on and so on. C'est tout le temps comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les points de vue réalistes. C'est pas ni bien ni mal, c'est une façon de voir les choses, une façon de travailler. Après, tu as le point de vue constructiviste qui a commencé avec l'école Palo Alto, et avec sous l'impulsion de Václavic, qui lui dit, écoute, tout ça, ce sont juste des modèles, ce sont des cartographies, des constructions en fait, qui permettent d'avoir un regard, un prisme sur les choses. Et si je regarde le monde à travers la construction du monde, et donc de construction de modèles, alors j'ai un autre regard. C'est pour ça que je dis ni bien ni mal, c'est une autre façon de voir les choses. Et alors, si on revient aux arts martiaux, du coup, si moi j'ai un point de vue constructiviste, ça veut dire que tous les modèles sont bons et tous les modèles sont faux à la fois, sont vrais et faux à la fois. Ce qu'il y a de bon, c'est je me connais moi-même et je sais ce que je peux apporter à mon propre système qui va être efficace par rapport à moi-même. Et tu vois que quand je te sors ça, c'est très compliqué de parler de self-défense. Alors, du coup, c'est quoi la bonne réponse? C'est quoi alors? Tout est pourri? Tout est bien? Qu'est-ce que je fais quoi? C'est très délicat. Et donc, tu vois, vu que tout ça, ça devient compliqué, même parler de self-défense, de donner un système, devient compliqué parce qu'il y a aussi des attentes, encore une fois. Sauf que les attentes sont globales. La personne qui vient, par exemple, faire un sport de combat, allez, parlons de self-défense puisque c'est mon milieu, elle vient avec plein de peurs, que ce soit une peur de se sentir impuissant, une peur de se faire agresser, une peur parce qu'il s'est déjà fait agresser, qu'il ne veut pas que ça recommence, une peur peut-être juste parce que c'est la peur de perdre la face dans des situations, parce que c'est pas forcément la peur de se faire taper dessus, c'est juste de perdre la face, j'en connais des gens comme ça. Tu as plein de peurs différentes qui peuvent s'exprimer. Mais est-ce que tu as après, tu vois, d'un point de vue statistique, est-ce qu'il y a des peurs qui sont récurrentes? Est-ce que dans les élèves que tu vois, sur leur point de départ, ils ont toujours une idée commune qui est liée à notre société, à notre génération, à l'actualité, de se dire, voilà, je vois à l'actualité qu'il y a toujours des histoires d'agression dans les transports en commun, possibilité d'attaques terroristes. Voilà, ils tournent autour de ces trois raisons et pour eux, ces trois raisons-là
sont psychologiquement déterminantes pour eux pour se dire je fais le premier pas d'aller vers la self-défense. Bien sûr, oui. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'il y a un moment où il y a un fait bien réel pour eux, en fait, dans leur conscience, qui dit voilà, on est en 2018, depuis 2014-2015, il y a des attaques terroristes régulières, même s'il n'y en a pas tant que ça, mais pour eux, c'est extrêmement présent. Voilà, si un jour je suis au Bataclan et qu'il y a un truc comme ça, je veux avoir les outils minimums pour pouvoir survivre. Ouais. Moi, de mon expérience, hein, ça fait maintenant plus de 10 ans que j'enseigne et 20 ans que je suis dans le Krav, et j'ai vu en fait les populations de pratiquants qui a vraiment changé. Pour faire beaucoup de stages dans les différentes régions de France et voir ce qui se passe un peu, aujourd'hui, les gens qui pratiquent, quand je leur pose la question pourquoi vous pratiquez le Krav Maga, la majorité des réponses est parce que je veux passer du bon temps, c'est une discipline dans laquelle je m'amuse. C'est un loisir. C'est devenu un loisir. Et pour beaucoup, c'est ça. Oui. Il y a une petite partie qui viennent parce qu'ils ont vraiment peur et c'est affiché. Par exemple, j'ai des nanas qui disent voilà, je me suis fait agresser et ça n'arrivera plus jamais. Mais c'est une minorité. Ça veut dire qu'on est une société en paix, finalement. Ça représente le fait que dire, même si ils ont accepté que de temps en temps, pour des raisons géopolitiques, il pouvait arriver ce qui arrive, mais globalement, ils se disent, personne ne sort armé dans la rue. Je veux dire, personne n'a de couteau au cas où. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que finalement, leur subconscient leur dit. Mais non, mais on est une société qui n'a jamais été autant en paix qu'actuellement. Alors là, tu parles de deux choses. Tu parles du subconscient, c'est inconscient, et bien à la fois tu dis ils ont conscience. Donc moi, j'aurais tendance à dire qu'ils n'ont pas conscience en fait. C'est-à-dire que ça se fait. Et preuve en est, c'est que la façon dont ils pratiquent, alors qu'ils savent qu'ils font de la self-défense, ça manque d'intention, ça manque de réalisme dans les attaques comme dans les défenses. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ils ne se préparent pas, quoi. C'est de la chorégraphie en fait. C'est-à-dire qu'ils viennent chercher, sans le savoir, de la chorégraphie qui les fait fantasmer. Pour beaucoup, je ne vais pas dire tout le monde, il y a forcément des gens qui ont le point de vue que tu viens de me sortir. Mais pour moi, il n'y a pas de conscience. Si vraiment il y avait une forme de conscience, il ne serait même pas là. Si tu acceptes, pour moi, tu n'as pas besoin de faire des arts martiaux. D'accord. Ou alors, tu les pratiques d'une manière différente, c'est-à-dire d'une manière très engagée, et tu vas peut-être même en faire un métier. Par exemple, travailler dans la sécurité, ou tu vois, tu as une motivation. Hein, si on reprend les concepts de l'énéagramme, c'est ce que tu fais, ton caractère, il a une motivation intrinsèque. Donc là, pour moi, la motivation, elle est claire, ils le disent eux-mêmes. Hein, et ça se voit en fonction de la façon dont ils s'entraînent. Donc moi, je n'irai pas jusque-là. Moi, des expériences que j'ai pu observer, les gens disent voilà, moi je suis là pour passer les ceintures, je suis là pour m'amuser, pour passer du bon temps. D'ailleurs, il y a des fois des pratiquants qui ça les ennuie qu'on leur dise faut pas parler. Hein, et au début, quand j'enseignais, il y a 10 ans, je disais moi dans mon temps, on parlait pas. Et puis, je me suis aperçu avec le temps que ça marchait pas de dire ça. Et oui, c'est normal parce qu'ils n'étaient pas là. Ça veut dire quoi? Là, nous, on parle. Et nous, on veut faire ça. Tu vois. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, mon approche est très différente. Quand je fais un stage à l'étranger, enfin, ou du moins, pour moi, dès que je sors de Paris, c'est l'étranger, j'ai dit aux gens, voilà, là, je vais vous demander de faire une chose, c'est de vous taire, mais pour une seule raison. Pas pour vous sermonner, pas pour vous être autoritaire, rien, c'est pour vous. Parce que si vous voulez apprendre en fait à être vigilant et optimal dans votre façon de répondre à ce qui est, c'est pas forcément une agression physique, ça peut être juste verbal, c'est d'être extrêmement présent et donc focus sur ce qui est. Si tu n'es pas focus, ça veut dire que tu penses à autre chose, forcément tu vas pas pouvoir gérer ce qui arrive. Donc je dis voilà, c'est une manière pour vous de focuser. Un peu comme nous en compète, tu vois, t'en as ils mettent leurs écouteurs comme Flavio pour se mettre dans son monde, chacun a son rituel entre guillemets. Donc la difficulté c'est ça, en fait, c'est le focus. Donc du coup je sais plus ce que je disais. On parlait du fait que finalement les gens qui font du Krav Maga ils sont quelque part d'une autre époque que la nôtre. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, ça m'est revenu. Donc, tu vois, quand je leur réponds ça, au niveau du focus, du coup, ils ont une motivation de se dire
Bah oui, alors bien sûr, je ne dis pas que ça, hein, il y a tout un pré-talk avant de ce que je viens de dire. Mais en gros, c'est ok, il y a une motivation à se dire, bah, je veux être meilleur. Donc pour être meilleur, là, je comprends qu'il faut que je me taise parce que ça m'apprend à focuser. Parce que si je commence à rigoler dans tous les sens, même si pour certains ça pourrait être un rituel intéressant, ce qui est mon cas par exemple, ça resterait quand même plus intéressant sur le plan d'apprendre à focuser. Tu sais, moi je dirais, c'est intéressant, tu vois, quand j'entends des points de vue qui sont globalisants, avec des approches culturelles, etc. Moi, mon approche, elle est plus subjective, c'est-à-dire de l'expérience subjective. Ça veut dire par exemple de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je parle? Est-ce que quand je parle, je suis là? Est-ce que quand je regarde ou que j'écoute, je suis vraiment là? Oui ou non, peu importe, c'est de voir ce que ça m'apporte. Et donc du coup, je ne sais plus pourquoi, putain, je suis tellement fatigué. Ça va me revenir. Donc du coup, c'est pas grave, je reviendrai sur ça. Donc du coup, les gens, quand je leur propose de focuser, ça les oblige à se rendre compte de ce qui leur échappe en général. C'est-à-dire, mince, en fait, la difficulté que j'ai en général, c'est que je ne sais pas focuser. Et tu sais, en thérapie, c'est un peu ça au départ. Hein. Pourquoi est-ce que les gens, en général, ne sont pas bien? Alors, je vais être très vulgaire dans ce que je veux dire. C'est parce qu'ils n'ont pas appris, pour moi, à entraîner leur fonction de l'attention. L'attention est dispersée, ou alors l'attention est focalisée, mais ils n'ont pas appris à sortir de cette focalisation. Pourtant, ils le font, mais de manière non consciente. Exemple, je m'engueule avec ma femme, on s'énerve et on reçoit les invités dans les 5 minutes. Et beaucoup de gens, peut-être une majorité, vont réussir à faire abstraction de ça pendant le dîner et peut-être reprendront-ils leur embrouille juste après. Donc ils seront passés en fait d'un focus à un autre. Mais ça se fait inconsciemment. Pourquoi? Parce qu'il y a une motivation derrière tout ça qui est on veut passer un bon moment ensemble et avec nos amis, peu importe ce que c'est. On ne veut pas que nos enfants nous entendent, etc. etc. Donc l'idée, c'est en tout cas en départ de la thérapie, ça pourrait être ça, apprendre aux gens à dire, voilà, apprends en fait à défocuser, à dézoomer sur ce qui arrive en regardant ce qui se passe autour. Tu vois, ça fait un peu appel à la pleine conscience tout ça. C'est par exemple, j'ai mal au genou, j'ai tellement mal au genou qu'il n'y a plus que ça, quoi. Ah putain, et du coup, je deviens la douleur. Alors que si la personne, je lui dis, tiens, regarde, t'as mal au genou, mais tu as aussi une sensation de ton pied sur le sol. Ah ouais. Tu as aussi une sensation de ta main gauche et ta main droite. Ah ouais. Tu as toujours ta douleur, mais tu as aussi ça. Et tu rajoutes. Et finalement, la douleur se dilue. Ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître, mais la douleur se dilue dans l'ensemble. Et j'apprends à défocuser sur quelque chose et apprendre à focuser sur un ensemble plus grand. Et les arts martiaux, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que, surtout pour les gens qui viennent, en tout cas, dans la self-défense, c'est qu'ils sont focus sur, par exemple, une peur ou focus sur une façon de penser. Tu vois, un jour, j'ai un élève qui vient me voir et il me dit ouais, putain, j'ai eu une agression. Là, il y a un mec qui a fait me rouler dessus. Je vais frapper à sa porte. Voilà. Et je lui dis ouais, et je le sermonne. Et je lui dis il se passe quoi? Le mec, il sort. Et il fait qu'est-ce qu'il y a et tout. Et puis il me dit j'ai eu les jambes qui tremblaient, je comprends pas. Je suis ceinture marron de Krav, ça fait 5 ans que je m'entraîne. Comment? Je dis mais tu t'attendais à quoi en fait? Tu vois, c'est-à-dire que là, par exemple, clairement, il y a un focus sur le modèle du monde qu'on peut avoir, de croire que, en fait, la technique va changer mon modèle du monde, peut-être, hein, j'essaie d'imaginer, ou va changer le modèle du monde des autres. Mais non, c'est que, ouais, qu'est-ce que tu fais toi si un mec il te parle comme ça? Je vais réagir. Voilà, t'es tombé sur un mec comme toi. Mais tu ne l'as pas pris en compte, ça. C'est-à-dire que tu as pris un risque, peut-être que le mec il t'aurait défoncé, tu as eu de la chance qu'il ne te défonce pas. Puisque toi, tu as été surpris, tu ne t'attendais pas à ça. Donc, oui, ton corps il s'est liquéfié à ce moment-là, quoi. C'est logique. Et tu vois, et ça, pour moi, quand on apprend à défocuser de manière générale, parce que c'est très métaphorique pour moi de travailler sur le corps, mais ça peut être aussi sur ce qui est, c'est-à-dire pas penser que ce que je pense est vrai, mais peut-être que c'est faux, et de voir que les points de vue différents, de voir aussi les points de vue contradictoires, etc., qui me permettent en fait de juste me dire finalement peut-être que ce que je pense est pas forcément la vérité, et de finalement me dire, de ne plus rien me dire et de voir les choses telles qu'elles sont. C'est comme ça, et si c'est comme ça, en général, pour moi on habite un peu plus l'instant présent et on peut plus réagir naturellement
et spontanément, de la meilleure manière en tout cas pour soi, à ce qui arrive. Ça ne veut pas dire qu'on va survivre, ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais en tout cas, ça sera spontané. Alors, pour revenir, au cadre de la discussion, ça veut dire que, alors si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, ça veut dire qu'on pourrait partir du postulat que les gens pourraient être autant préparés qu'ils voudraient en Krav Maga, mais ça n'empêcherait pas que s'il y avait un mec qui sortait son couteau à Opéra et que tous les mecs étaient tous des mecs qui faisaient du Krav, eh ben, ils couraient tous dans l'autre sens de la même manière que s'ils n'étaient pas préparés, quoi. Je pense qu'il y a une partie des gens pour qui c'est le cas. Tu vois, dans un des derniers posts, des dernières vidéos que j'ai faites, je parlais de l'agressivité. Ouais. Et tu sais, dans la self-défense, il y a des gens qui prônent l'agressivité. Ouais. Et sans parler de tout ça, j'expliquais en gros que, en fait, l'idée c'était que on attend tous d'avoir une réponse. Par exemple, la réponse du switch mental, de dire putain, j'aimerais passer en fait de ce que je suis là maintenant en mode guerrier. En mode super guerrier, ouais. Voilà. Et en mode voilà, super Saiyan, tu vois. Mais putain, j'y arrive pas, et pourtant je m'entraîne, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que je peux? Et ma réponse était en gros, non, tu ne peux pas. C'est-à-dire que tant que tu cherches ça, à mon avis, tu te trompes de cible et tu risques de vivre tout l'inverse de ce que tu imagines, ou du moins de ce que tu désires. Et je donnais un exemple très simple. En fait, il y a Patrick Lombardo qui avait fait une super analogie avec les animaux, où il expliquait en gros que parmi les animaux, tu as des animaux qui sont effectivement au-dessus des autres, d'un point de vue de la chaîne alimentaire, tu vois, par exemple. Et que forcément, chaque animal a sa façon d'attaquer, de se défendre, etc. On va prendre des exemples assez typiques et assez extrêmes. On va prendre par exemple le tigre et on va prendre le rat. Le tigre, qu'est-ce qu'il fait? Il bondit d'un coup, il attaque en fait. Il ne se défend pas, le tigre, il attaque. C'est un prédateur. Là où le rat, lui, n'est pas un prédateur, le rat, lui, en général, il se fait attaquer. Et quand ça arrive, le premier réflexe qu'il a, c'est de se barrer dans le premier trou qu'il trouve. Maintenant, il va se défendre que lorsqu'il est acculé. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il va venir attaquer, mais parce qu'il est acculé, il n'a plus le choix en fait. Ça veut dire en gros que peut-être que ça reste métaphorique, mais si on réfléchit à la façon dont on est soi-même, est-ce que si je suis un rat et que je me prends pour un tigre, il va y avoir un problème, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un conflit cognitif à l'intérieur. Exemple, je fais le beau, tu vois, je me la raconte, je sais pas, ouais, j'ai une grande gueule. Et puis je tombe sur un mec qui lui est sérieux, un sérieux client comme on dit, tu vois. Mais il va se passer quoi souvent? Je vais me dégonfler. Parce que merde, là je suis face à un gars, il rigole pas. Si vraiment je suis pas un tigre, je vais me dégonfler. Et tu vois, et là le conflit arrive, c'est que le conflit ce que j'appelle le conflit cognitif, c'est le fait que ça va inhiber mes réactions naturelles, qui seraient par exemple à ce moment-là pour lui peut-être de fuir. Mais il a tellement investi son tigre intérieur que du coup il fait rien. Même pour aller plus loin, peut-être que le rat est une espèce qui existe depuis plus longtemps que le tigre, parce que le réflexe de se cacher était, à la longueur des événements sur plusieurs millions d'années, était le meilleur réflexe à avoir en fonction de l'étendue des dangers qu'il y a eu. Oui, pour moi, de toute façon, quel que soit l'animal, s'il est encore ici, c'est parce que son système de défense a fonctionné. Sinon, il n'existe plus. Donc, ouais. Parce que tu vois, la pensée que j'avais eue au moment là, de ce week-end, c'est que je me disais, techniquement, ça aurait été très simple. C'est-à-dire qu'il y avait des terrasses, 3 personnes prenaient des chaises, les pointaient vers le gars, la distance entre le couteau et la chaise faisait que celui qui pointait la chaise était hors de danger. 3 personnes, donc ça veut dire que le gars était obligé de regarder en périphérie, donc il était comme ça. Un mec derrière qui frappe avec une bouteille d'eau, tu vois, un truc qui traînait. Voilà, le truc était fini. Mais évidemment qu'entre ce scénario idéal et la réalité, il y a un gap qui est énorme. Même si fonctionnellement, on se dit que voilà, mais la vraie question, c'est la question de la culture, la question du focus des focus, la question de ce dont tu parlais, c'est-à-dire les fonctionnements intrinsèques profonds qui font que c'est un scénario qui n'est pas possible. Et qu'on est peut-être dans une vision de se dire que
voilà, il y a le côté fataliste en disant, bah ouais, c'est comme ça, et qu'au final, on n'est pas si mal parce qu'il y a un attentat par an, peut-être 2-3 morts. Voilà, c'est le prix à payer pour tout le reste de tranquillité, quoi. Mais c'est ça, en fait, tu l'as dit, en fait, pour moi, c'est ça, c'est être dans une vision à la fois industrielle et à la fois technologique. Tu sais, ça me rappelle l'époque des années 60-70, où on était encore beaucoup plus dans cet esprit-là, et notamment dans le traitement des avions, tout ce qui est aéronautique, tout ce qui est même automobile, avec les systèmes embarqués, etc. Et pendant longtemps, on disait que c'était un problème technique. Et en fait, on s'est rendu compte que, avec le fameux TICAS, par exemple, on se dit, merde, pourtant c'est un système technique qui marche. Putain, il y a quand même 2 avions qui se sont rentrés dedans, quoi. Tu vois. Et en fait, c'est là qu'on a commencé à s'intéresser au facteur humain. On se dit, en fait, le facteur humain, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important. Et tu vois, si on revient à la self-défense, c'est pareil. C'est-à-dire que pour moi, c'est une erreur de mettre le facteur humain de côté et de croire qu'il n'y a que la technique. Là où la majorité des systèmes de self-défense, encore une fois, de ceux qui sont connus, il y a peut-être des gens qui travaillent très très bien, de la meilleure manière qu'il faut, ils ne vendent pour la plupart que de la technique. Ils mettent de côté le facteur humain. Et le facteur humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, je peux faire des erreurs, que le monde est imprévisible, mais j'ai beau le dire, il faut que je le vive. Sinon, ça reste qu'à l'état intellectuel, en fait. Alors, comment faire? Alors, nous, par exemple, en Krav Maga, il y a un truc qui est intéressant, même si c'est perfectible, c'est que même si il n'y a pas de réponse absolue, quand on a des défenses au couteau par exemple, ces défenses au couteau font que je me rends compte qu'il y a plein de fois où c'est vraiment compliqué. Et quand j'ai une pratique vraiment assidue, finalement, je ne suis pas en train de me la raconter, en train de me dire, ouais, moi c'est bon un couteau, je le défends. Et c'est très, très délicat d'ailleurs pour des élèves quand ils te posent la question, mais toi en fait t'es invincible. Je dis, non, mais si, attends, tu fais des parades à la perfection. Oui, mais justement, tu verras plus tard. Et plus tu pratiques, plus nous, en tout cas dans notre fédé, et du moins des gens que je connais, on pratique, plus on a conscience du danger et plus on a peur. Mais pas peur au sens on est flippé. Peur au sens où on a conscience et on se dit, bon, tu sais quoi, si je peux me barrer, je me barre. Et c'est là où on parle de prise de conscience. Voilà, c'est un exemple. Mais il manque quand même un truc. Il manque tout ce truc-là qui dit que on est différent. On fonctionne de manière différente. Et peut-être qu'il faudrait se poser la question, savoir d'abord qui on est soi-même. Ça marche déjà, quand on fait du sport de combat, en général, on apprend à se connaître à travers le sport de combat. Parce qu'on se rend compte de la façon dont on s'entraîne, la façon même dont on perd ou on gagne des combats, comment on les gère aussi, comment on gère nos échecs et nos réussites, comment on apprend aussi à perdre. Bon, il y a plein de choses qui font que ça nous font évoluer, Mais au-delà de tout ça, quand on rentre dans un système de self-défense, c'est bien pire parce que ça appelle à quoi? À l'intégrité physique tout de suite. Je veux défendre ma vie, comme tu disais tout à l'heure. Mais si je reviens encore une fois sur cet aspect métaphorique des animaux, c'est important parce que une personne, si elle apprend à se connaître vraiment et qu'elle commence à être honnête avec elle-même, elle va avoir le meilleur système de self-défense possible. Si elle se reconnaît comme un rat, t'imagines bien que dans une situation de danger, elle va pouvoir avoir la meilleure réponse possible, c'est-à-dire de fuir. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est qu'elle soit en vie. Tu vois. Après, on dit oui, mais tu vois, mais il aurait peut-être pu défendre. Ouais, mais peut-être que si elle était restée là, ça aurait été pire. Il se serait fait tuer, et l'autre quand même de la même manière. Tu vois. Tu sais, je pense à... Tu te souviens de cette histoire? C'était dans les pays nordiques. Il y avait une fête d'étudiants sur une île, et il y a un mec qui est arrivé et qui a buté 80 gamins. Tu te souviens pas de cette histoire? Non. Il est venu avec un flingue. C'était une sorte de fête, genre après les examens et tout. Et il est venu avec un flingue, un mec tout seul. Et il a buté, en mode Doom, il a buté les 80 gamins, quoi. Je me disais, mais c'est fou, 80 gamins. Ouais. Le mec, il était tout seul avec... Bon, il était armé, mais quand même. Ouais. Et tu vois, c'est que... Ce que tu dis là, c'est qu'en fait, on n'a pas intégré le processus. Déjà, il y a 2 choses. C'est que les gens n'ont pas intégré le processus de se dire que si ils se mettaient en mode assaillant, il y avait des grandes chances que d'un point de vue global, ils réduisent le nombre de morts. C'est-à-dire que si tout d'un coup, il y avait, 200 gamins, ils décident tous de foncer sur le gars, au lieu d'avoir 80 morts, donc c'était des gens qui couraient, donc ils ont été tirés dans le dos, quoi. Dispersés, tirés dans le dos, donc c'était facile. Au lieu de... S'ils avaient switché en mode en disant on attaque, il y aurait peut-être 10 morts. Donc, c'est-à-dire qu'on aurait sauvé 70 vies, mais sauf que c'est pas intégré dans le processus parce que tu disais que un rat ne peut pas être un tigre et tout ça.
Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et c'est la chose dont on parlait avec Eric, c'est la culture de l'honneur. C'est-à-dire que depuis, on va dire, les années 60-70, il y a une aversion à la violence tellement forte de manière culturelle que on a décentré notre culture du fait que de la culture de l'honneur, c'est-à-dire que pour eux, ne pas faire front, quand on avait la culture de l'honneur, était pire que la mort. Et on a oublié ça. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, moi je préfère courir et sauver ma peau que de me dire intrinsèquement, je dois faire front parce que je ne veux pas vivre, si je survis à ça, vivre le reste de ma vie en me disant, putain, j'ai détalé comme un lapin alors que j'avais possibilité de prendre une chaise et de ça. Et pour nous, c'est normal. Enfin, pour nous, parce que c'est culturel. Et j'en avais parlé après avec Pank de ça, de cette histoire de culture d'honneur, et il me disait, oui, alors si on décide maintenant, en 2018, de rentrer dans un mode où, un peu à la texane ou à la russe, en disant, non, la culture de l'honneur prévaut à la culture de la vie ou du plaisir ou, tu vois, ou du travail ou je sais pas quoi, eh ben, il faudrait 2 générations pour ça. Ouais. Alors, comme tu dis, c'est culturel en fait. C'est pour ça que pour moi, c'est de la spéculation tout ça. C'est-à-dire, c'est pas inintéressant, hein, mais ça reste spéculatif dans le sens où, bah, ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui arrive. Et ce qui arrive, c'est que, bah, on observe que les choses ne changent pas comme ça, quoi. Ouais. Effectivement, elles prennent du temps et c'est pas nous qui allons changer les choses. Et ça se fera tout seul en plus. Si ça doit arriver. Tu vois, tu me disais culturel, culture de l'honneur. Certes, nous, c'est pas notre cas, en tout cas en France. On n'est pas du tout là-dedans, quoi. Je veux dire, on n'en parle pas. C'est des cultures très japonaises, par exemple, peut-être même russes, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait ça chez nous, quoi, tu vois. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, les choses arrivent. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui arrive et qui bute tout le monde, les choses arrivent. Déjà, 1. 2, faut se rappeler quand même que, effectivement, comme tu dis, on vit dans un monde, du moins en France, dans un monde de paix. C'est-à-dire qu'on vit, on ne va pas se faire agresser à tous les coins de rue. C'est ce qui fait qu'on n'est pas vigilant d'ailleurs. Donc on est dit, ouais, on n'est pas assez vigilant. Mais il n'y a aucune raison qu'on le soit. Sinon, on le serait. Demain, s'il y a une guerre civile, je peux t'assurer qu'on va tous être vigilants. Donc c'est normal. Et ce qui fait qu'on est dans une forme de transe, en vérité, de transe où on n'est pas vigilant, sous-vigilant, hypo-vigilant, je dirais même. Et que lorsqu'il y a un événement saillant qui arrive, comme juste une agression verbale ou une agression physique, bah forcément, bah, ça coupe, il y a une rupture de séquence, ouais. Voilà, une rupture de pattern, une rupture dans la séquence de ce qu'on vit. Et là, comme il n'y a pas de réponse en général, la réponse, on va la chercher dans quoi? Bah, dans le comportement des autres. Tu vois. Donc, si les gens ne bougent pas, entre guillemets, je ne bouge pas. Alors là, si on recadre sur l'agression dans la rame de métro, hein, qui est un grand classique, c'est une jolie fille se fait emmerder à 21h. Juste une seconde, parce qu'on va y revenir à ça. D'accord, ok. Mais c'est pour aller dans l'ordre. Okay. Juste pour la rupture de séquence, fait que c'est ce qui amène à des traumatismes, et c'est ce qui amène aussi au fait que la personne ne sache pas forcément comment réagir. Et bon, c'est sûr, quand tu es surpris, tu vois, bah, je sais pas, on te raconte une histoire par exemple, c'est le principe de la blague, hein. Je te raconte une histoire, qu'est-ce qui fait que tu rigoles? C'est parce qu'en fait la fin est incohérente. C'est ce qu'on appelle la chute. Tombe, bam. Et donc le cerveau, comme il est en gros, on dit très nerveux, bah, il met en place le mécanisme de rire qui te fait que tu te détends. Tu vois. Bah, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que ça, c'est difficile de lutter contre ça quand tout le monde est hypo-vigilant parce que le contexte ne t'impose rien d'autre en vérité. Donc on dit oui, il faudrait ci, il faudrait ça. Oui, c'est sympa, on le propose, mais pour autant, ça ne veut pas dire que tu vas l'être plus parce que rien ne te le demande. À part le gars qui est un peu, tu vois, comme je parlais tout à l'heure avec toi, des bushcrafters, des preppers qui se préparent à la guerre dans leur tête et ils vont tirer tous les week-ends, ils vont, je sais pas, faire des week-ends de survie, tu vois. Bon, bah eux, c'est leur délire. Donc forcément, entre guillemets, oui, ils vont pas être surpris. Rarement, plus rarement en tout cas que quelqu'un qui est hypo-vigilant, puisque c'est son monde, entre guillemets. Mais tu sais, au NCU, il y a quelques temps, en sortant du cours de JJB, il y a un des mecs là qui s'est fait voler son portable et par des jeunes, tu vois, qui traînaient à la fac. Et à ce moment, lui il est parti un peu en avance. Et à ce moment-là, il y a 2-3 gars du NC qui sont arrivés. Ils ont chopé les gars immédiatement. Hein, Ils ont chopé, voilà, tout s'est fait naturellement. Ils ont chopé le portable, ils ont tabassé les gars et c'était réglé quoi. Et ça,
Est-ce que c'est dans le même registre de ce que tu dis, les bushcrafters qui... Alors c'est autre chose, et je vais venir juste après, ça a en lien avec ce qu'on appelle la preuve sociale. Mais juste pour terminer sur ce point-là, c'est que faut se rappeler que malgré nous, en fonction, 1, de la société dans laquelle on vit, qui est une société de paix, 2, en fonction des événements qui la plupart sont non saillants, forcément la saillance va induire une rupture de séquence qui va tout de suite amener à ce que ta réponse soit la première qui vienne. Et en général, c'est une réponse d'hypovigilance parce que c'est ce qu'on t'a appris, c'est-à-dire ne rien faire. Après, on peut aller loin. L'éducation dit qu'il ne faut pas se battre. L'éducation dit que si tu réponds, il y a ci ou ça. L'éducation dit que tu peux aller en prison. L'éducation, blablabla. T'imagines tous les conditionnements qu'on a. Donc, pour répondre, c'est pas évident. Il n'y a que le gars, comme on pourrait appeler les néatyputes, par exemple, dans l'énagramme, qui sont souvent ceux qui vont le plus répondre immédiatement. Parce que ça fait partie de leur caractère intrinsèque. Tu vois. Sinon, oui, je ne dis pas que ce seront les seuls. Mais bon, ça reste quand même... tu vois, ciblé tout ça. Donc ça, c'est la première chose. Ce qui fait que le mot violence, il a été oublié, et c'est un peu normal puisqu'il n'y en a plus. Donc, et qu'il est même désintégré, ce mot. Il n'existe plus, il n'existe qu'au travers d'un concept qui est imaginaire, que l'on voit à travers les films, que l'on voit à travers les bouquins qu'on lit. Mais ça n'existe pas, tout ça. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment les gens réagissent quand il y a de la violence. Les gens, ils ont le cœur qui bat 100 à l'heure. Je dis les gens, je précise, la majorité des gens qui ne sont pas instinctifs et pas typiques, par exemple. Ou alors qui vont se prendre la tête derrière en disant putain, dehors c'est chaud, ils vont avoir des discussions avec leurs amis, tout part en couille, tu vois. Mais d'ailleurs, ça me rappelle une histoire, tout ça, mais bon, bref, en tout cas. Ça montre vraiment que le terme violence, il n'est pas intégré. Voilà, l'histoire, c'était ça. C'est un pote à moi qui bossait dans 93, qui est flic, et qui un jour se battait avec une racaille du quartier qu'il connaissait très bien d'ailleurs. Et il était en train de l'éclater. Et puis en fait, t'as une nana dans un bâtiment qui crie « Au secours, la violence, la violence, la violence !» Et à la grande surprise finalement de mon pote, qui était keuf, c'est que le gars qui était en train de taper, il a regardé la meuf, il lui a dit « Ferme ta gueule, sale pute, va !» C'est intéressant quand même. C'est-à-dire qu'en gros, on peut imaginer, alors là bien sûr je spécule, mais on peut imaginer que c'est genre meuf, t'es pas de mon monde, arrête de m'afficher là, je suis en train de me taper là, tu vois. Donc il y a deux mondes qui s'opposent. Il y a le monde de celui pour qui la violence c'est normal, même s'il se fait défoncer, et il y a le monde de l'autre côté qui dit la violence c'est le danger absolu, on va tous mourir, ou tu vois, c'est la fin de la société, quoi. C'est un peu ça. Donc après, pour moi, en tout cas aujourd'hui, peu importe que ce soit qu'il y a un truc de culture d'honneur, peu importe, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on perçoit, tu vois. Et ce qu'on perçoit, c'est, il y a deux mondes différents. Et le monde le plus, saillant, c'est le monde de la violence, puisqu'il est rare, et qu'il est, on va dire, même, tu sais, il est même, focalisé sur les voyous seulement. Et ça, c'est intéressant. Il y a un gars qui s'appelle Tim Larkin, qui a étudié ça, et qui disait que, en fait, c'est pour ça que ça fait partie des raisons pour lesquelles la violence n'est pas acceptée aujourd'hui ou pas intégrée, c'est qu'on l'a rangée du côté des méchants. Exemple d'histoire qu'il racontait, c'est t'as un mec une nana qui est chez elle tranquille, et puis ce soir-là, elle décide de laisser son fils à sa sœur pour être tranquille chez elle, et puis bon, elle attend son mari qui doit arriver, etc. Puis elle fait ça à manger, puis là il y a un gars qui rentre. Il rentre discrètement. Et là, boum, il bondit dessus, il commence à lui mettre la main sur la bouche, lui toucher le sexe, essayer de la violenter. Et puis elle se débat, elle essaie de crier, elle peut pas, elle se dit, elle croit que c'était son mari au début, et là c'est horrible, et à un moment donné, pouf, elle se débat un peu, et là l'agresseur se retourne, et il voit un peu au loin un couteau hyper long de cuisine, il l'attrape, et là, il l'égorge, 3 coups de couteau, elle meurt, et il repart. Et là on se dit, putain, quel enculé quoi, quel bâtard, la violence, c'est horrible. Maintenant, je te raconte la même histoire en te disant, pareil, la nana, elle est tranquille, elle a posé son gamin chez sa mère, chez sa sœur, elle attend son mari, et là, le mec, il rentre discrètement, et paf, il lui met la main sur la bouche, il essaie de la toucher, il la violente, la nana, elle se débat, elle n'arrive pas, elle flippe, et là, pouf, la nana voit le couteau au loin, elle prend le couteau et paf, elle plante le gars, elle l'égorge. Par chance, le mec meurt, et elle devient un héros. Pourtant, l'acte est le même. Oui, je vois. Tu vois, et c'est ça en fait, c'est là où en fait le mot violence, en fait, c'est intéressant de voir que finalement, il est tellement rangé du côté des méchants qu'on ne l'accepte pas. Et
C'est compliqué, hein, ça fait partie des raisons, ça peut être intéressant de creuser là-dessus aussi. Et tu sais, entre parenthèses, Pank avait parlé, que je l'ai vu il y a quelques jours, il me dit, c'est comme tu vas dans la rue, tu te fais agresser, tu prends un coup de couteau là, tac, sur le visage, tu vois, et après donc on te met des points de suture, etc. Parce que et derrière ça tu vis un traumatisme, ça peut durer longtemps, etc. Tu fais la même chose avec une scarification, c'est genre pour symboliser une amitié ou un rite, etc. Et là ça induit quelque chose d'hyper positif que tu vas garder. Alors comme tu dis, à la base c'est le même acte, quoi. Tu vois, c'est intéressant, c'est ça, ce parallèle-là justement, quoi. C'est exactement ça, quoi. Tu vois, et c'est pour ça que j'insiste tellement sur là, on est sur le côté individuel, hein, je vais passer sur le collectif après, que sur le plan individuel, tout ce qui va compter, c'est ce qui se passe dans ta tête. C'est pour ça que je te parlais d'expérience subjective. C'est-à-dire que comment je gère cette expérience subjective à partir de ce que j'accepte ou pas du monde dans lequel je vis. Tant que j'accepte pas qui je suis, tant que j'accepte pas que les choses sont comme elles sont, alors forcément, je vais vivre des choses qui vont être en général compliquées pour moi, puisqu'il y aura une différence entre ce qui se passe dans ma tête et ce qui se passe en vrai. Tu vois. Alors maintenant, si je passe sur le plan du collectif, effectivement, il y a beaucoup ça, on peut lire sur Internet ou même partout autour de soi. Putain, il y a eu une agression, personne n'a bougé. Ce qui est marrant, c'est que ceux qui disent ça, souvent, ils étaient là. Tu vois, ils n'ont pas bougé non plus. Ouais. Et bon, et puis ça critique, ouais, c'est dégueulasse, dans quel monde on vit. Puis en fait, c'est comme ça partout, en vérité. Hein. Et souvent, les exemples qu'on me donne à chaque fois, c'est oui, mais tu vois, chez nous, je sais pas, ça peut être chez nous les Berbères, ou chez nous les Chinois, ou chez nous, c'est pas. En fait, souvent, ce sont des exemples qui sont donnés comme une généralité. Parce qu'il y a forcément des contextes, et on va y venir, il y a des contextes qui favorisent ça. Mais avant d'arriver à ces contextes-là, on observe quoi? On observe qu'effectivement, il y a un événement saillant qui arrive, on se rappelle, donc rupture de séquence, ce qui fait que le cerveau, pouf, il sait plus quoi faire. Et en fait, il y a un truc qu'on appelle la preuve sociale en psychologie sociale, on appelle ça un levier d'influence psychosociale, qui est comme une forme que moi j'appelle de transgénétique, génético-sociale même, je dirais, qui fait que à la base c'est fait pour qu'on survive, c'est-à-dire en gros, pour savoir ce qui est bon de ce qu'il y a à faire, je regarde ce que les autres font. Ouais. Et c'est forcément bon, parce qu'ils sont encore en vie. Alors, ça a du bon, mais ça a aussi son côté inverse, en tout cas, je dis mauvais d'un certain point de vue. Parce que pour moi, c'est pas forcément mauvais, c'est juste qu'on peut dire, ouais, c'est chiant, quoi, parce que si c'est t'imagines que par projection, ça peut être ta femme, tes enfants, tu aurais aimé qu'on les aide. Mais en fait, c'est un processus automatique, une fonction automatique qui nous met dans une certaine transe qui est faite pour nous sauver en vérité. Et en fait, comment ça a lieu ça? Alors, je vais rappeler une histoire que beaucoup de gens ont pu oublier. Dans les années 60, 70, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 60 plutôt, tu as un grand cas dont ça a été très débattu à l'époque. C'était une nana qui s'appelait Catherine Genovese. Tu te rappelles de cette histoire? Non. Catherine Genovese, c'est une nana qui s'est fait violer et tuer sous l'œil de 38 témoins. Et en fait, ça avait fait un scandale à l'époque. On se dit, mais comment les gens ont pu laisser cette femme se faire tuer? Parce que l'histoire est intéressante, c'est que ça a duré 30 minutes. C'est que la nana elle criait, elle s'est fait violer, elle s'est fait taper dessus. Le mec, à un moment donné, il a cru qu'on le regardait, il est parti et il est revenu à la charge et là, il l'a tué. Ah oui, j'ai entendu parler. Tu te rappelles de ça? Donc 38 témoins, c'est quand même gigantesque ça quand on y pense. Et donc à l'époque, ils ont cherché à comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils ont posé la question dans laquelle ils ont dit, mais qu'est-ce qui fait que vous n'avez rien fait? Les gens en fait, ils disaient, non, on savait pas trop quoi. Peut-être qu'ils se connaissent, et c'est vrai. On sait pas trop. Peut-être que sûrement que le voisin va appeler. C'est pas la peine que je le fasse. Et souvent en fait, les gens disent, ouais, alors c'est une dilution de la responsabilité. Et en fait, les expériences par la suite ont montré que même si ça en faisait partie, la base de tout ça restait la preuve sociale, et qui apparaît dans un moment d'incertitude. Et lorsqu'on est dans un moment d'incertitude, le cerveau ne sait plus quoi faire, boum, et là il bascule dans sa transe de preuve sociale. Qu'est-ce que je fais? Boum, je ne sais pas quoi faire, je regarde le monde, personne ne fait rien, je ne fais rien. C'est automatique, tu ne peux rien faire. Et en psychosocial, ils ont fait tellement d'expériences sur ça qui sont géniales, du type, ils montraient que si par exemple il y avait un feu dans un bâtiment, et qu'on laissait une personne seule dans la rue, qui regarde ça, 100% des gens agissent. Soit ils appellent, soit ils montent pour essayer d'aider les gens, etc. En revanche, quand ils mettaient deux complices de l'expérience qui marchaient devant lui et qui passaient sans se retourner, tu avais 60% des gens qui ne faisaient rien.
Ah oui. Ouais. C'est un truc de fou quand il pense. Mmh. Et ça, en fait, ça fait partie de cette transe, en fait. Il y a un événement saillant, je suis dans l'incertitude. Si devant moi, il se passe rien, alors je ne dois rien faire. Et c'est inconscient. Tu peux pas faire autrement, c'est comme ça. Après, on dit oui, mais moi, j'aurais bougé. Oui, tu sais pas, un. Et deux, peut-être, en fonction de... Par exemple, on prend une attitude qui, effectivement, sont beaucoup plus dans la réaction immédiate, parce qu'ils sont pas en train de réfléchir, ils rentrent peut-être un peu moins dans ces transes-là. Et tu as d'autres expériences qui ont été menées après, même dans les écoles, par exemple, parce qu'ils ont vu, par exemple, que des enfants qui étaient des phobiques des chiens, ils se sont aperçus que, tiens, en leur montrant des vidéos où il y avait des enfants qui jouaient avec des chiens, en l'espace de 20 minutes, les enfants n'avaient plus peur des chiens. Extraordinaire quand ils pensent. Ouais. Et l'expérimentateur de ça, il disait, c'est intéressant parce que pendant des années, j'ai étudié ça, et mon enfant, j'arrivais pas à le faire nager, il avait peur de l'eau. Et un jour, je laisse chez son oncle, chez mon frère et tout. Et quand je reviens 3 heures après, mon enfant, je le voyais nager dans la piscine. Je me dis, il s'est passé quoi? Et en fait, il s'est passé quoi? Il s'est passé que le fils de son frère, qui était un peu plus âgé, mais à peine d'1 an d'écart, lui, il sautait dans l'eau. Et tu vois, par phénomène de preuve sociale, l'enfant est rentré dans une transe qui lui a permis, en fait, de dépasser sa peur. Et après, tu as plein d'expériences qui ont été menées comme ça, sur le terrain, notamment sur les enfants qui avaient qui étaient un peu isolés. Et en fait, ils se disaient, cet enfant-là, quand il va grandir, le problème, c'est qu'il va s'isoler socialement et bon, c'est pas terrible pour lui, quoi. Et donc, ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer si on lui montre des films où on voit des enfants isolés qui intègrent des groupes? Et donc, ils ont fait ça. Et c'est très intéressant, c'est que quand ils regardaient ces films-là, donc, je sais pas, peut-être 11 fois ou 10 fois, les enfants, naturellement, après, allaient dans les groupes. Et plus intéressant encore comme résultat, c'est que ces enfants-là devenaient des leaders, souvent, des groupes après. C'est génial, tu vois, pour montrer à quel point ça a une force et un impact hyper puissant. Maintenant, sur un plan plus large, parce que là, je te parle d'un plan très individuel, mais si on prend un plan plus large, par exemple, il s'était aperçu à l'époque que quand il y avait, par exemple, la diffusion d'une information, d'une agression, ou d'un meurtre, par exemple, ou d'un suicide, mais qui était extrêmement relié par les médias, dans la semaine qui suivait, tu avais un nombre considérable d'accidents, de suicides. C'est connu ça. C'est connu, c'est super connu. On appelle ça même l'effet Werther, tu vois. Mais pire encore, d'accidents d'avion et d'accidents de voiture. Ça durait 1 semaine et tu avais un pic. Et ça, il disait, c'est une récurrence. Il disait, putain, c'est flippant quand même. Pour montrer l'impact que ça peut avoir. C'est-à-dire que ça va stimuler des comportements qui sont agressifs, mais qui sont dormants, et qui vont ressurgir par ce biais-là. Là, on peut parler d'épigénétique, par exemple, tu vois. C'est un truc de fou quand il pense. Donc, tu vois, et ça, par exemple, je pense que c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure quand on parlait tous les deux. Quand j'ai fait cette vidéo, j'ai eu des retours, et les gens me disaient, au début, putain, c'est des bâtards, les gens, là. Et après la vidéo, ils m'ont dit, putain, mais en fait, je verrai plus ça de la même manière maintenant, quoi. En fait, effectivement, les gens, ils font pas exprès, quoi. Et ouais. Si toi, t'es plus tolérant par rapport à ça, déjà, je sais pas comment ça peut changer. Mais il y a un truc qui va changer, c'est que déjà, tu repars, t'es serein. T'es mieux. T'acceptes plus, ouais. Et peut-être que ta façon maintenant aussi de dire aux gens viens avec moi va être différente aussi. Tu vois. Alors après, là, si on regarde d'un point de vue self-défense, moi quand j'enseigne ça à mes élèves, je leur demande quand même de regarder la vidéo parce que je trouve qu'elle, en tout cas de mon point de vue, elle permet de mieux comprendre le contexte. Mais je leur dis en gros, on a vu qu'est-ce qui faisait que les gens agissaient quand même. Comment faire pour sortir les gens de cette transe en fait. Et en fait, Et en observant peut-être des cas où effectivement ça a dû arriver, c'est-à-dire qu'une nana se fait agresser, les mecs sont intervenus, ils ont tabassé le gars, ça a dû forcément arriver. Je veux dire, bien sûr. Alors il y a des comportements, encore une fois, si par exemple tu as un groupe qui arrive et qui sont chauds, ils sont pas encore dans la transe commune, tu vois. Donc c'est possible qu'ils agissent immédiatement. Après tu as aussi les caractères, comme je te dis, les types 8 ou même les types 6 parfois aussi parce qu'ils sont dans le mode courage, etc. Téméraire. Mais au-delà de ça, je dirais que ce qu'on a observé, en fait, le Cialdini en parlait beaucoup, il disait tiens, c'est marrant, mais un jour, je me suis retrouvé dans la situation inverse. C'est moi qui ai eu un problème. Mais j'étais pas attaqué. J'avais une attaque. J'avais un problème, j'étais en train de m'écrouler par terre et personne m'aidait. Il dit mais putain, je vais crever. ça fait 20 ans que j'étudie ça et je vais crever comme un con, quoi. Et en fait, du coup, ça l'a intéressé de dire mais comment je peux faire et il a trouvé l'astuce. En fait, c'est très simple. Il disait mais pour sortir les gens de la transe, tu es obligé d'agir. Donc, puisque
tout fonctionne à l'événement saillant, hein, on peut parler d'hypnose par exemple, hein. Comment je peux déshypnotiser la personne, c'est je vais la pointer du doigt. Toi, avec la chemise à carreaux, avec ton jean, tu vois, aide-moi, appelle la police. La personne, rappelle-toi, elle est dans l'incertitude, elle est dans la transe commune. Boum, deuxième événement saillant, je sors d'une rupture, j'ai une rupture de séquence dans ma transe commune, je suis dirigé, c'est moi, et j'ai une suggestion immédiate. Alors, hop, j'agis. Ouais. Tu vois ? Et ça ne veut pas dire que la personne va tout faire à 100%, mais en tout cas, tu te donnes toutes les chances pour que la personne agisse, parce qu'elle est, on peut dire à un certain niveau, si on me l'explique de manière intellectuelle, responsabilisée, mais malgré elle en fait. C'est vraiment une vraie transe. Et tu sais, justement, en parlant de rupture de pattern, j'avais fait un podcast avec Eric sur le même sujet quelques semaines auparavant. Tu disais, s'il y avait une nana qui est comme ça, qui se fait emmerder aléatoirement par un mec, et qu'à ce moment-là, tu viens voir la nana en disant Salut Pauline, ça fait longtemps que je t'ai pas vue, comment ça va et tout. Et là, tu peux créer un rupture de pattern vis-à-vis du mec qui, voilà, il est dans un processus, il est cassé dans le processus. Complètement. Et il dit ça va, tu le connais, enfin voilà, ce genre de choses, tu vois. Sortir un truc complètement incongru et qui fait que le gars, il va forcément, il va lâcher parce que. Bien sûr. Voilà. Alors ça, d'un point de vue de l'action personnelle, c'est génial à faire. Évidemment, ça pourrait même faire l'occasion d'un autre podcast si on parlait de ça. Si on revient sur l'aspect juste de ce qu'on perçoit en fait au niveau des fonctionnements de groupe, en fait, ça veut dire tu peux pas faire grand chose. Ouais. Mais ça nous invite du coup soi-même, si on le souhaite, parce qu'encore une fois, ça sert à rien de s'obliger, à se dire comment je peux être moi plus vigilant personnellement pour éviter de rentrer dans ces transes communes. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on rentre là-dedans ? C'est qu'on est déjà dans une certaine transe, tu sais, je marche sans réfléchir ou je marche au contraire en pensant et donc si je suis dans une rupture de séquence, je vais rentrer dans cette transe commune naturellement. Mais si la femme qui se fait agresser comme ça, bon déjà, il faut qu'elle soit en état de pratiquer cette rupture de pattern, ce qui n'est pas forcément évident parce que peut-être qu'elle se pose en victime et qu'elle est en transe elle-même, enfin je veux dire d'un point de vue, on va dire même plus approfondi, mais il faudrait que typiquement elle se dise toi le mec avec la chemise rouge machin, appelle la police, et toi la femme avec le sac rouge qui me regarde comme ça, qui évite mon regard, réagit, et toi tu vois, enfin est-ce que on parle de scénario, est-ce que dans ce processus là ça pourrait être, tu vois, une sorte de tips pour les gens qui sont agressés. Bien sûr. De dire, plutôt que d'apprendre à mettre des coups de poing dans les couilles, apprenez à observer autour de vous et à alpaguer les gens qui peuvent potentiellement vous aider, quoi. Exactement. C'est ce que j'appelle moi le facteur humain. C'est ce qui manque dans la self-défense. C'est tout l'aspect psychologique que beaucoup oublient. Mais pourquoi ? Parce que la plupart des gens qui ont créé les systèmes de self-défense sont soit des gens complètement perchés, c'est-à-dire des gens qui sont que dans la théorie et qui n'ont jamais eu à se battre et que ça s'est très bien passé pour eux, et c'est tant mieux. Tout leur confirme ça, puisqu'ils ne sont jamais fait agresser. Soit des gens qui, au contraire, étaient plutôt combattants, tu vois. Si je prends le cas de Emil Lichtenfeld qui a créé le Krav Maga, le mec, il allait sur le front. Le mec, c'est un bagarreur, quoi, tu vois. Donc, mais on n'a pas tout cet esprit-là. Et donc lui, il peut dire, ça marche pour moi, alors que ça marche pour vous. Alors que, bon, son histoire n'est pas celle des autres. Exactement. Donc, évidemment, le facteur humain est très oublié pour un système de défense, on va dire, qui soit complet. Donc, évidemment. Alors, pour revenir sur ce que tu disais, moi, il y a une autre donnée aussi qui est importante, que je trouve que j'avais apprise en psychologie cognitive, c'est ce qu'on appelle la cécité cognitive. C'est ce qu'on peut appeler aussi une hallucination. C'est-à-dire que, par exemple, tu as plein d'expériences comme ça qui ont été menées, enfin pas des expériences, des choses qui sont arrivées, comme des gens qui ont eu des accidents avec des avions sur la route, tu sais, où des avions ont dû se poser d'urgence sur les autoroutes aux États-Unis, et que les gens qui ont des accidents avec eux, en fait, on leur posait la question, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et ils montraient que la majorité d'entre eux n'avaient pas vu l'avion. Ils n'ont pas vu l'avion. Le bruit que ça fait, la taille que ça fait, ils ne l'ont pas vu. Pourquoi ? Tu es en transe quand tu conduis. Rupture de séquence. Le cerveau, qu'est-ce qu'il choisit ? À un moment donné, bouf, il coupe l'information. Ça crée donc une cécité cognitive, donc une hallucination à ce moment-là négative, où la personne fait abstraction de ce qui est. Ils avaient fait la même expérience sur les Champs-Élysées il y a quelques années, où ils faisaient marcher une nana à poil dans la rue. Et quand ils filmaient, ils te montraient qu'il y avait très peu de gens qui regardaient. La plupart des gens, c'est comme si elle n'existait pas, quoi. C'est un truc de fou quand ils pensent. Alors,
on peut pas dire tout le monde, parce qu'il y a forcément des gens qui sont déjà focalisés sur peut-être le cul, donc ils vont regarder, ils vont tout de suite voir. D'autres qui vont être un peu plus vigilants parce que voilà, ils cherchent leur chemin et là ils vont tomber dessus. Et tu vois, ça me rappelle donc une expérience qui est très connue. D'ailleurs, ils en ont fait des caméras cachées. C'est l'expérience où tu as une personne, donc un complice de l'expérience, qui vient demander son chemin à un passant. Et donc, ils sont donc l'un en face de l'autre. Et au bout de 5-10 secondes, tu as deux autres complices qui passent entre les deux avec un grand miroir immense. Alors, ça prend 3 secondes, hein, même pas. Et entre-temps, le complice de départ, la personne A, en fait, se barre. Et c'est une autre personne, donc B, qui prend sa place. Une personne complètement différente, tu vois. Et ils montraient que dans 60% des cas, les gens ne faisaient pas la différence. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il dirait, mais ils sont cons, les gens, tu vois. Ça veut dire que moi, je fais partie des 40%. En fait, non. Tu fais partie peut-être des 40%, peut-être ce jour-là, peut-être à cette heure-là, en fonction de toi, dans quel état d'esprit, dans quel état de conscience tu es à ce moment-là. C'est un truc de fou quand même. Tu crées complètement une hallucination négative, donc une cécité temporaire, en fonction de la surrupture de séquence. C'est pas possible en fait. Le cerveau dit niet, c'est pas possible, je coupe. Bam. C'est génial quand tu apprends ça. Tu vois, tu te dis mais putain, mais en fait ça va super loin. Comment faire? Comment faire? C'est uniquement celui qui veut vraiment, qui est motivé par ça, et il va tout faire pour apprendre à être un peu plus vigilant, ce qui lui permettra d'avoir en fait une réponse adaptée à ce qu'il y a, quoi. Tu vois? C'est là où il n'y a pas de réponse absolue en fait. Moi, quand j'écoute les gens qui parlent de self-défense, c'est dur de parler avec eux parce que comme ils n'ont pas forcément eu cette réflexion ou qu'ils n'ont pas forcément cette connaissance, ils vont faire quoi? Ils vont aller chercher ce qu'ils connaissent. Par exemple, en général, la technique. Mais si, mais ça marche. Mais non, regarde, ça marche pas parce que... Oui, non, mais juste... Même si tu prends des combattants de MMA aguerris, leur vérité, c'est leur vérité. C'est pas la vérité absolue. C'est-à-dire, ils disent ça avec leur prisme. C'est-à-dire de mecs qui ont combattu toute leur vie et voilà, ils pensent que c'est une vérité absolue, mais c'est leur monde à eux et c'est pas forcément applicable à la généralité et pas du tout même. Exactement. Et même, à mon sens, il n'y a rien qui est applicable à la généralité, sauf si tu prends en compte les phénomènes de groupe. Et là, c'est d'accepter que t'es pris dans ta transe, quoi. Tu vois, c'est comme ça. Maintenant, moi, ce qui me fait rire toujours, c'est les gens qui sortent de ça et qui sont pas bien après. Tu vois, ah putain, j'ai pas agi. Alors, tu as le droit de te flageller. Hein. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise attitude à avoir. Il y a ce qui va te gêner, ce qui va pas te gêner, ce que tu vas en faire. C'est ton acceptation de la situation aussi. Ouais, voilà. Et en gros, si vraiment ça te gêne, qu'est-ce que tu fais pour? Tu sais, c'est un peu comme les gens qui aiment bien parler de politique et qui aiment bien critiquer tel parti et qui te font plein de scènes de ménage ou de scènes de ce que tu veux. Et puis, en fait, derrière, ils font rien, quoi. Parce qu'on aime les débats, on aime en fait finalement quoi, s'exprimer, quoi. Ouais. Mais il n'y a pas de suite. Et un jour, je parlais comme ça avec mon père, à qui je disais, ouais, mais si je vois que tu es passionné par tout ça, que ça te dérange, qu'est-ce que tu attends pour te mettre dans un parti? Oui, mais non, parce que moi, je veux qu'on m'écoute tout de suite. Ah, moi, je veux pas distribuer juste les papiers, je veux qu'on m'écoute. Ah, oui, mais ça marche pas comme ça. Si tu veux qu'on t'écoute, il va falloir que tu passes par des étapes. Ou au moins, fais ce qu'il faut pour. Qu'est-ce que tu fais pour? Rien, tu fais que parler avec nous. Ou parler avec tes potes. Ouais, mais au moins, voilà, mais moi, je dis, tu me gonfles, en fait. C'est-à-dire que, parle comme ça avec des gens qui pensent comme toi. Au moins, ça va être, tu vois. Mais non, parce que justement, je parle avec des gens qui pensent pas comme moi. Vas-y, va dans le rue, va voir les autres parties, parle avec eux. Oui, mais non, parce que je veux qu'ils m'écoutent. Tu vois, enfin, tu vois bien qu'en fait, tout ça, il y a autre chose, quoi. La vie sociale est un mélange savant entre les trans et les paternes. Mais c'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que de mon point de vue, en fait, il n'y a pas de réelle réponse, quoi. Il y a tout est bonne réponse et tout est mauvaise réponse. Ça veut dire, c'est des pistes. On a des pistes et puis comment est-ce qu'on peut les exploiter? Si on a un point de vue dit constructiviste, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut devenir plus facile. De se dire, c'est un modèle du monde, qu'est-ce qu'il peut m'apporter, tu vois. Si j'ai un point de vue réaliste, je vais souffrir, parce que je vais pas être d'accord, quoi. Et je vais rentrer dans cette dissonance en moi qui va me faire souffrir, hein, donc bon. Je pense qu'on peut conclure ce podcast. C'était très intéressant, Jimmy, vraiment super. Enfin, j'ai beaucoup aimé tous les échanges qu'on a eus, et puis ton point de vue est vraiment
il tranche bien en plus avec les autres points de vue. Hein, il n'y a pas de points de vue qui sont meilleurs que d'autres. Mais voilà, il a le mérite d'être très approfondi. Tu as quand même beaucoup bossé, tu as beaucoup réfléchi. Et comme tu dis, il y a des pistes qui sont vraiment intéressantes dans ce qu'on vient d'entendre. Donc je voulais te remercier. Merci à toi aussi. Hein. Et j'espère qu'on pourra en faire d'autres parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire. Et ça me tient toujours à cœur de faire parler les gens qui ont des choses intéressantes à dire. Merci. Écoute, ça me fait plaisir en tout cas. J'ai passé un bon moment avec toi et échangé. Et peut-être à une prochaine alors. Hein. Bien sûr, une prochaine. Allez, salut. À bientôt. À bientôt.